On va commencer. Donc, aujourd'hui, les cours vont traiter de ce qu'on appelle la chimiométrie. Alors, la chimiométrie, c'est un ensemble de plusieurs techniques. Je parlerai principalement des techniques d'analyse de données. Ce que je fais dans ma présentation, c'est j'utilise différentes façons de dire la même chose. Parce que mon expérience, c'est que différentes personnes comprennent des choses mieux avec différentes façons de le présenter. Et donc, si vous avez compris tout de suite avec le premier exemple, les deux autres, ça fait pas mal. Et si vous n'avez pas compris tout de suite, peut-être avec l'autre façon de le présenter, ce sera plus clair. Donc, pour commencer, la chimiométrie. Le principe de base de presque toutes les méthodes en chimiométrie, on peut le voir dans cette figure-là. Souvent, les méthodes mathématiques utilisées en chimiométrie sont basées sur l'idée d'un espace multidimensionnel. Ici, je le représente avec trois vecteurs. Ça, c'est les trois dimensions d'un espace. Et dans cet espace, vous avez vos échantillons. Vous pouvez imaginer vos échantillons placés dans un espace multidimensionnel. Donc, on va utiliser ça comme optique pour la compréhension des différentes méthodes d'analyse de données. Mais, commençons au début. La définition de la chimiométrie, c'est l'optimisation, l'acquisition, l'analyse et l'interprétation de données chimiques. Pour faire cette optimisation, on utilise l'informatique, donc toutes les méthodes basées sur les ordinateurs, les mathématiques en général et les statistiques en particulier. Ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle la biométrie. La chimiométrie, c'est l'analyse des données chimiques. La biométrie, c'est l'analyse des données biologiques. Mais il y a des différences importantes, parce que les données biologiques ne sont pas du tout comme les données chimiques. Il y a des caractéristiques particulières dans les données chimiques qui ont fait que les méthodes chimiométriques ont développé d'une façon un peu différente. Et pendant un moment, il y a eu un conflit entre les biométriciens et les chimiométriciens, parce qu'ils avaient des visions différentes de comment on peut analyser des données. Donc, l'information chimie-analytique, parce que la chimiométrie, ça fait partie de la chimie analytique. C'est un domaine dans la chimie analytique. Et dans la chimie analytique, l'information suit un cheminement. On commence avec le signal. À partir de ce signal, on va obtenir un résultat. Et puis, à partir de ce résultat, on va tirer des conclusions, prendre des décisions. Au niveau du signal, déjà, il y a des choses à faire qui concernent la chimiométrie. Il y a une réflexion, un développement de techniques d'acquisition de données à partir des chromatogrammes, des spectromètres, etc. Ces données sont souvent en très grande quantité, donc parfois on doit les réduire, passer d'une grande quantité de données avec un peu d'information à une quantité de données plus réduite en essayant de conserver toute l'information. Parfois, les signaux qu'on récupère ne sont pas complets, ne sont pas très propres, et donc on est obligé parfois de restituer l'information qui est un petit peu noyée dans le bruit. Et puis parfois, le rapport signal sur bruit est tellement mauvais qu'on a du mal à détecter l'information à l'intérieur des signaux. Et donc, il y a des réflexions sur des moyens de détecter l'information dans les signaux. Au niveau du résultat, comment on obtient le résultat? C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est ce qu'on veut tirer du signal. Et pour tirer ce résultat, cette information du signal, il y a des réflexions sur l'optimisation. Et c'est pour ça que vous avez eu des cours sur les plans d'expérience. Vous avez eu aussi des cours sur le simplex, je pense. C'est une autre façon d'optimiser. Cette optimisation, ça peut s'appliquer à la mise au point des expériences, mise au point des paramètres d'expérimentation et d'acquisition du signal. Ça peut s'appliquer dans plusieurs domaines.
dans mes cours là, je vais parler beaucoup d'étalonnage, qui se dit calibration en anglais, et validation. Parce que l'étalonnage, c'est la création d'un modèle mathématique qui relie vos données à ce que vous voulez obtenir. Et cet étalonnage, c'est juste un modèle mathématique. Et un modèle mathématique, on peut en fabriquer plein. C'est comme des mythes, on peut inventer n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est vérifier que cette mythe, ce modèle, fonctionne dans l'univers réellement. Et cette étape, ça c'est la validation. Donc je parlerai beaucoup d'étalonnage et validation, parce que c'est pas la peine de faire l'étalonnage si votre modèle c'est n'importe quoi. Et puis, quelque chose dont on a parlé beaucoup au début de la chémiométrie, ensuite on en a parlé beaucoup moins, et maintenant on recommence à en parler beaucoup, c'est la gestion des données. Au début, l'informatique était vraiment très faible. Le premier ordinateur que j'avais ici au laboratoire avait 32 kilos de mémoire RAM et 32 kilos de mémoire ROM. 32 kilos de mémoire RAM, c'est vraiment pas beaucoup. Et le sauvegarde, c'était des disquettes 5 pouces 1K sur lesquelles on mettait 160 kilos de données. Donc, plus tard, j'avais un disque dur de 10 mégas. J'étais content. Donc, il y avait un problème de gestion de données, de stockage de données. Et aussi, la vitesse des ordinateurs. À l'époque, un IBM PC, c'était même pas 1 MHz. Donc, c'est assez long. Et donc, il y avait des problèmes d'acquisition, de stockage de données, de réduction de données. Alors, avec l'explosion de la technologie informatique, ce problème a plus ou moins disparu. Il y a un lecteur MP3 qui fait 8 gigas de stockage. Donc, le problème n'est plus forcément de même nature pour le stockage, mais en parallèle, on a introduit des contraintes réglementaires, les ISO 9000, etc., qui font que dans des entreprises où il y a des contrôles de qualité, dans des laboratoires de contrôle de qualité, il faut avoir une traçabilité. Et donc, il faut stocker souvent les données brutes, les données traitées, avec tout un stockage des explications de comment on est passé des données brutes jusqu'au résultat qu'on a fourni à quelqu'un en donnant un pourcentage ou en disant que c'est un produit contaminé ou non contaminé. Parce que ça peut avoir des répercussions financières et économiques importantes. Donc, de nouveau, il y a des problèmes de gestion de données, de stockage de données. Donc, une fois qu'on a réglé ces problèmes de création de modèles valides, on va utiliser ces modèles pour tirer des conclusions, pour prendre des décisions. Et ces conclusions, ça peut être des prédictions. On peut prédire que tel échantillon contient telle concentration d'un métabolite. On peut grouper des échantillons. On peut essayer de créer des groupes. On ne sait pas s'il y a des groupes a priori, on essaie de les trouver. Ou si on sait qu'il y a des groupes a priori, on essaie de prédire si tel individu appartient à tel groupe ou non. Et puis on peut juste avoir des modèles qui permettent de décrire des échantillons. Donc toutes ces activités correspondent à des activités où la chémiométrie intervient. Donc les outils utilisés pour faire ça, on les voit là. Vous avez déjà eu l'expérimentation, planification d'expérience. On a tous les outils de l'informatique, développement des techniques d'acquisition de données, etc. Des techniques d'analyse de données classiques, ce qu'on appelle les statistiques classiques, que vous connaissez déjà. Vous ne pratiquez peut-être pas, mais vous les connaissez. Il y a des paramètres statistiques classiques comme les quartiles. Je suis très content de voir que vous commencez avec la variance et les quartiles. La plupart du temps, les gens disent la moyenne. Alors, la moyenne, c'est bien, mais la variance, c'est plus important. Le quartile, c'est plus important. Donc, les statistiques classiques, c'est d'habitude quand on traite une variable à la fois. On calcule la moyenne d'une variable et puis on calcule les quartiles de cette variable.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des statistiques robustes? C'est quelque chose qu'on ne traite pas assez souvent. C'est compréhensible dans un sens parce que les statistiques classiques, c'est très mathématique. Il y a des calculs de moyenne, des quartiles, des divisions, des multiplications, ça fait mathématique. Tandis que les statistiques robustes, ça fait un petit peu enfantin. Mais les gens ont tendance à l'utiliser dans l'industrie et dans des situations un peu compliquées, parce que même si ça fait un peu enfantin, ça a des propriétés intéressantes. Vous avez une idée de ce que c'est le statistique robuste? Je vous donne un exemple d'un cas où le statistique robuste peut être utile. Vous avez une série de valeurs et vous voulez avoir, ça c'est des mesures faites sur une série d'échantillons qui sont comparables et vous êtes en train de mesurer une variable. Sur ces 6 échantillons, vous avez ces 6 valeurs-là. Et vous voulez avoir une idée de quelle est une valeur représentative pour cette variable-là. Qu'est-ce que vous pouvez calculer comme valeur représentative? Une bonne valeur représentative serait quoi? Non, ça c'est pas une valeur représentative. La valeur qui représente une bonne représentation de cette variable. Qu'est-ce qu'on calcule normalement? Non, une valeur qui est caractéristique de ces échantillons. La moyenne. Une valeur représentative de V1 pour ces 6 échantillons, ça pourrait être la moyenne. Vous avez une idée de la moyenne pour ce cas-là? Ben, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 10, ça fait 15. Donc ça fait 115 divisé par 6. Et des poussières. Très bien. Très bien. Moi, je suis encore plus paresseux que ça. Je vois un 6 ici, je dis un chiffre multiple de 6 qui est à peu près dans cette région-là, tiens, 120. Ok. Hop. Donc, je dis, c'est à peu près 20. Donc, la moyenne ici, c'est à peu près 20. Est-ce que vous trouvez que 20, c'est une bonne valeur représentative de l'ensemble de ces valeurs-là? Non. Donc, la moyenne n'est pas robuste vis-à-vis des valeurs bizarres, des valeurs aberrantes. Et donc, si vous utilisez la moyenne, vous allez avoir des valeurs représentatives de l'échantillon qui sont un peu déformées. Est-ce que vous pouvez imaginer une autre façon de calculer une valeur représentative de ces 6 valeurs-là? Médiane. La médiane. Ok, et c'est quoi la médiane? C'est 3. C'est 3. Oui, dans ce cas-là, c'est 3. Ou à peu près. C'est 3 ou 4. C'est impair là. Voilà, voilà. Non, mais c'est quoi la médiane, théoriquement? C'est le milieu entre deux. la valeur. De population. Non, pas de population. Sur un échantillon, on prend le milieu qui représente les deux parties, entre guillemets. On trie les valeurs en ordre croissant Ouais. et on prend la valeur qui est au milieu. Alors, quand c'est un nombre impair, c'est facile, on prend celui qui est vraiment au milieu. Quand c'est un nombre pair, d'habitude, on retombe sur la moyenne, mais on fait la moyenne des deux valeurs de chaque côté du milieu. Donc ici, on aura une valeur représentative, médiane, qui serait 3,5. Et donc ça, c'est quand même une meilleure représentation de cette séquence de valeurs que ne l'est la moyenne. Et donc la médiane, c'est une caractéristique, c'est une valeur utilisée dans les statistiques robustes. Donc vous avez la médiane qui peut remplacer la moyenne. Vous avez également l'interquartile qui peut remplacer les quartiles. Et ce sont des valeurs, des critères statistiques qui sont plus robustes vis-à-vis des valeurs aberrantes. Donc vous avez vu là, trier puis prendre celui du milieu, ça ne fait pas très mathématique. Et donc il y a beaucoup de gens, ils sont hésitants vis-à-vis des statistiques robustes parce que ça fait un peu enfantin. Mais c'est très intéressant
quand on a ce genre de problème. Ensuite, il y a toutes les techniques d'analyse de données multivariées. Au contraire de l'analyse des statistiques classiques, où on examine chaque variable l'une après l'autre, avec les analyses de données multivariées, on regarde l'ensemble des variables simultanément. Vous remarquez que je parle d'analyse de données multivariées, je ne parle pas de statistiques multivariées. C'est parce qu'il y a un a priori un peu négatif vis-à-vis des statistiques. Et j'essaie de l'éviter en évitant le mot. Donc je ne fais pas de statistiques, je fais de l'analyse de données. C'est beaucoup plus rigolo. Donc l'analyse de données multivariées, vous allez prendre l'ensemble des variables, vous allez les examiner simultanément. L'intérêt, c'est que quand il y a des relations entre les variables, vous allez pouvoir en tirer avantage. Vous allez pouvoir voir ces relations entre les variables. Parce que si vous faites une variable à la fois, tout ce que vous avez, c'est une caractérisation de cette variable. Chaque variable séparément. Donc je vais aujourd'hui parler principalement de l'analyse de données multivariées. Comme je disais, l'analyse de données univariée, c'est une variable à la fois. Multivariée, c'est plusieurs variables simultanément. L'objectif, si vous avez beaucoup de variables, et c'est de plus en plus le cas, en chimie, en biologie, en génétique, dans tous ces domaines, vous avez des quantités de variables qui explosent. J'étais à une réunion avec des gens de l'INSERM, de l'INRA, CNRS il y a 2 jours, et il y avait un cas où, pour chaque individu dans l'étude, le fichier avec les données faisait 3 gigas. Pour un individu, 3 gigas. C'était des données épigénétiques sur tous les gènes impliqués dans le biotope intestinal des individus. Et donc, vous avez des quantités de variables énormes. Et ce qu'il faut faire, c'est réduire la complexité de ces problèmes. La meilleure façon de réduire la complexité, c'est en éliminant le bruit, la partie inintéressante. Donc il y a 2 façons de voir le bruit. Le bruit, c'est la partie du signal qui vous gêne, qui ne vous intéresse pas. Et l'autre, c'est la partie du signal qui vous gêne. Les analyses multivariées peuvent aider à éliminer ces 2 types de bruit. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si vous avez beaucoup de données, souvent vous ne voyez pas l'information, parce que c'est tellement caché à l'intérieur que ce n'est pas visible. En plus, l'information peut provenir des combinaisons des variables. Pas juste une variable qui explique tout, mais c'est une combinaison des variables. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir, avec ces analyses multivariées, vous allez pouvoir faire ressortir des informations qui ne sont présentes que parce qu'il y a des interactions entre les variables. À la fin, je vous montrerai un exemple magnifique de comment on peut faire apparaître des choses qui sont invisibles autrement qu'avec les analyses multivariées. Et pourquoi il y a un engouement pour la chémiométrie? Parce que c'est vrai, en ce moment, ça fait 20 ans que la chémiométrie devient de plus en plus importante. C'est parce que ça permet de créer des modèles prédictifs qui fonctionnent. Des modèles prédictifs qui permettent de remplacer d'autres techniques. Dans l'industrie, par exemple, on remplace de plus en plus la chimie des solutions, des dosages avec burette, etc. On remplace ça par des analyses à base de spectres. Et on utilise les spectres pour prédire des concentrations, présence de contaminants, la qualité des produits. Et pour faire ces prédictions, il faut avoir des modèles mathématiques qui relient les spectres à des valeurs classiques. Et donc, ce sont des techniques qui permettent aux industriels et toutes les agences de vérification de fonctionnement des systèmes pharmaceutiques, etc. Ça leur permet de faire beaucoup plus de mesures, beaucoup moins cher.
Donc on peut utiliser ces modèles pour remplacer des mesures qui sont coûteux, fastidieux, polluants, dangereux. Donc le point de départ de l'analyse de données multivariées, c'est, comme j'ai dit tout au début, cette optique-là, qu'on va avoir des échantillons dans un espace multidimensionnel où les différentes directions dans cet espace sont définies par des variables. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est tourner, faire des rotations dans cet espace pour trouver des orientations qui permettent de faire ressortir l'information. Et on peut tourner des axes des variables de départ comme ça pour essayer de trouver des combinaisons X et Y qui sont intéressantes. On cherche des orientations intéressantes. Donc, avant d'attaquer les mathématiques de comment on trouve ces orientations intéressantes, c'est bien de faire un rappel sur la nature des données chimiques. Parce que la chimiométrie, ce qui est intéressant avec la chimiométrie, c'est que les gens qui font de la chimiométrie, c'est des chimistes. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de manipuler. Ce n'est pas juste des mathématiciens qui donnent des données et puis triturent et puis ressortent des valeurs et demandent à la personne compétente qu'est-ce que ça veut dire. D'habitude, c'est quelqu'un qui connaît les données, il sait comment les données ont été acquises. Ils ont une idée de ce que contiennent ces données, et donc ils peuvent faire les analyses et puis l'interprétation. Donc il faut avoir une compréhension de ce que c'est que des données chimiques. Les données chimiques, on va les présenter sous forme d'un tableau comme ça. Donc ce tableau, on peut l'appeler juste un tableau, on peut l'appeler une matrice. Et dans ce tableau, on va avoir des valeurs. Et chaque valeur sera à l'intersection d'une ligne qui est l'individu, l'échantillon, l'objet, l'observation, et une colonne qui sera la variable. Donc vous allez avoir ici, par exemple, vous avez 4 variables et vous avez une quinzaine d'individus ou d'échantillons. Et à l'intersection des deux, vous avez les différentes valeurs. Donc ici, on voit clairement que les échelles des différentes variables sont assez différentes. Une rangée dans la matrice correspond à toutes les mesures réalisées sur un échantillon. Et une colonne, c'est une seule mesure faite sur tous les échantillons. Parlons des variables, c'est-à-dire ce qui est en colonne. Pas les valeurs qui sont à l'intersection des variables. Donc vous avez différents types de variables. Vous avez des variables qui sont non ordonnées, non séquentielles, non continues. Ce sont des variables où vous pouvez changer l'ordre et ça n'a pas beaucoup de conséquences. Des exemples de ce type de variable, c'est par exemple le pH, le poids, la masse, le pH, la masse, la température, la concentration. Ça, c'est des variables, vous pouvez changer l'ordre, ça n'a pas de conséquences. Et puis, vous avez d'autres variables qui sont ordonnées, séquentielles et continues. Vous pouvez me donner un exemple de variable comme ça? Oui. Un spectre. Un spectre. Un chromatogramme. Même une image. Les variables, là, c'est les positions des pixels. Dans le chromatogramme, c'est les intensités au cours du temps d'évolution. En spectrométrie, c'est les intensités en fonction de longueur d'onde. Donc vous avez des variables. Là, si vous changez l'ordre, vous n'avez plus un spectre, ou vous n'avez plus un chromatogramme, ou vous n'avez plus une image. Donc c'est des types de variables qui sont particulièrement intéressants. Parce que si vous avez des choses non ordonnées, non séquentielles classiques, le premier groupe, c'est parfois plus difficile à interpréter des résultats de vos analyses multivariées que si vous avez quelque chose d'ordonné. Si c'est ordonné,
une fois que vous avez fait vos analyses multivariées, le fait que les variables sont ordonnées, ça va vous aider à interpréter le résultat. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Maintenant, pour les valeurs, c'est-à-dire les valeurs associées avec chaque variable. Vous avez de nouveau des valeurs continues. Donc, c'est des choses comme la masse ou le pH. La masse, c'est 1,23 g, 1,24 g, 1,25 g. C'est des valeurs, on peut toujours trouver des valeurs intermédiaires entre deux valeurs quelconques. Ça peut être la même chose pour les absorbances dans un spectre ou les intensités dans un chromatogramme. Les valeurs sont continues. Vous avez également des valeurs discrètes. Ça peut être des valeurs discrètes non ordonnées, comme la classe, la couleur. Vous avez ordonné. Donc, il y a des niveaux comme mauvais, pas très bon, acceptable, très bon. Ça c'est ordonné, mais discret. Et puis vous avez binaire, bon, mauvais, présent, absent, oui, non. Un dernier type de valeur qu'on oublie souvent, mais qui peut être très utile pour l'interprétation des résultats, ce sont des labels. Vous associez avec vos individus des labels. Ça peut être des couleurs ou des noms ou des chiffres. Et vous associez avec vos variables des labels aussi. Et quand vous avez fait vos analyses multivariées et vous faites des tracés des résultats, en mettant des labels, ça vous facilite l'interprétation de ce que vous êtes en train d'observer. Ce n'est pas des choses qui interviennent normalement dans l'analyse mathématique, dans le calcul mathématique. Mais c'est des valeurs qui peuvent vous aider dans l'interprétation des résultats. Donc, des exemples de variables non ordonnées, donc les variables de composition chimique, concentration de protéines, acides gras, sucre, minéraux, caractéristiques physiques, point de fusion, point d'ébullition, solubilité, densité, et puis les caractéristiques de qualité, technologique, nutritionnelle, sanitaire. Et puis il y a une qualité, une utilisation du mot qualité qu'on trouve en français qui n'est pas vraiment utilisé en anglais, c'est qualité dans le sens origine géographique ou botanique. Ensuite, des variables ordonnées, des mesures instrumentales, spectre, chromatogramme, image. Et pour les images, des images en RMN, en infrarouge, en fluorescence, plein de techniques. Et on voit de plus en plus un remplacement des variables non ordonnées par des variables ordonnées. Parce qu'on peut en acquérir beaucoup plus. Et ces variables ordonnées, des mesures instrumentales, contiennent beaucoup plus d'informations souvent que les variables non ordonnées. Et on trouve de plus en plus des images en chimie analytique. C'est une évolution qui est logique et intéressante. Au début, pour la composition chimique, par exemple, quelqu'un dosait le mercure. Dans un échantillon environnemental, il dosait le mercure. Tout le mercure globalement. Ensuite, les gens ont réalisé que le mercure, c'est sous différentes formes. On peut avoir mercure métallique et puis mercure associé avec des groupements fonctionnels organiques, méthylmercure. Ce n'est pas la même chose que mercure métallique. Et donc faire la distinction entre méthylmercure et mercure, c'est intéressant. Mais, donc ça c'est un genre de spéciation. Mais même ça, ça explique pas tout, parce que si vous faites une mesure de concentration globale sur un échantillon, c'est moins intéressant que si vous le faites spatialement résolu. Parce que vous pouvez avoir une concentration globale qui est faible, mais ponctuellement, ça peut être important. Et donc avoir une quantification spatialement résolue est plus intéressant. Un exemple en agroalimentaire, si vous voulez conserver un saucisson sec, il faut avoir un tenant en eau en dessous d'un certain niveau. Mettons 10%. Vous pouvez avoir un saucisson qui a un tenant global de 10%, mais ça pourrit quand même. Pourquoi? Parce qu'à un endroit, c'est 5%, à un autre endroit, c'est 20%.
Et la pourriture commence là où c'est 20%. Donc, une quantification spatiale permet de détecter si c'est globalement à peu près 10% ou si c'est localement 20%, et dans ce cas-là, c'est pas bon. Un autre exemple en agroalimentaire, il y a des restrictions sur l'utilisation des farines animales dans les aliments de bétail. Et donc, mettons que le pourcentage, c'est 1%. Vous pouvez avoir un échantillon d'aliments de bétail, et quand on fait une analyse globale, c'est difficile de détecter au niveau de 1%, parce que les techniques d'analyse sont pas suffisamment sensibles. Donc, vous n'arrivez pas à descendre jusqu'à 1% ou 2%, donc vous ne pouvez pas dire si l'échantillon est acceptable ou non. Par contre, si vous prenez l'aliment de bétail, vous l'étalez, vous faites une image spectrale. Donc vous faites un spectre infrarouge sur chaque point de l'échantillon, vous allez avoir des endroits où il n'y a que de la farine animale. Ce sera 100% farine animale. Et donc vous allez pouvoir le détecter, parce que c'est localement à très haute concentration. Et à partir de la détection d'un certain nombre de points où il y a une concentration élevée, vous pouvez moyenner sur l'ensemble pour déterminer si c'est au-dessus ou en dessous de 1% globalement. Et vous ne pouvez pas le faire en prenant l'échantillon complet sans cette résolution spatiale. Donc les images deviennent importantes en chimie analytique pour ce genre de problème. Et donc il y a des développements en chimiométrie pour traiter ces données. Vous avez des questions sur cette partie-là? C'est assez général pour fixer le cadre. Donc, maintenant, un peu de mathématiques, quelques rappels des choses que vous connaissez par cœur déjà, mais c'est toujours bien de le revoir. Donc, on va analyser plusieurs variables simultanément. Quand vous analysez une variable à la fois, vous faites bêtement des calculs moyennes et des quartiques, une variable à la fois. Mais si vous allez analyser toutes les variables simultanément, il faut utiliser des techniques de calcul qui traitent plusieurs variables simultanément. Ces techniques de calcul, c'est des calculs matriciels. Donc, je vais parler de l'analyse, des principes de calcul matriciel dans le cadre de l'analyse de données multivariées. Donc, notre point de départ, c'est toujours notre tableau avec les échantillons et les variables. Et ici, je mets un peu d'algèbre avec les variables x1 à xj. Et vous allez avoir à l'intersection des variables et des échantillons, vous allez avoir des valeurs. Une ligne, une rangée, c'est un vecteur ligne qui caractérise un échantillon. Et une colonne, c'est un vecteur colonne qui caractérise une mesure. Quand vous avez un tableau comme ça, je prends un cas très simple où vous avez trois variables, parce que c'est plus facile à représenter avec des doigts ou avec des dessins. On peut imaginer que chaque individu, donc chaque ligne, est en fait un point dans l'espace défini par les variables. Donc ici, vous avez trois variables. Ces trois variables dans trois directions dans l'espace. Vous avez 5 individus, et chaque individu est un point dans cet espace déterminé par, dont la position est déterminée par les valeurs. Ici, on voit pour cet individu ici, on a 1 pour la direction Z, moins 0,5 pour la direction Y, et plus 2 pour la direction X. Donc il est X, plus 2, moins 0,5, plus 1. Et donc ça le met là. Quel est l'intérêt de ça? Ça devrait sauter aux yeux. Si vous avez deux individus qui se ressemblent, ils vont être proches dans l'espace. Si vous avez des individus qui sont très différents, ils vont être très loin dans l'espace. Donc vous allez avoir une dispersion des individus dans cet espace multidimensionnel qui caractérise leur proximité, leur distance.
leur ressemblance. C'est une façon, disons, géométrique de voir les liens entre les individus et aussi les liens entre les variables. Si vous prenez cette matrice et vous le transposez, c'est-à-dire les lignes deviennent colonnes et les colonnes deviennent lignes, on représente le transposé par x' ou xt. À ce moment-là, vous allez avoir 3 lignes correspondant aux variables et 5 colonnes correspondant aux individus. Et on peut représenter ça dans l'espace aussi. Pour le simplifier ici, parce que bon, 5 variables, 5 dimensions, c'est difficile à dessiner. Donc j'ai pris juste les 3 premiers et j'utilise les 3 premiers colonnes pour définir un espace et je place les 3 lignes dans cet espace. Ici, j'ai les variables dans l'espace des individus. Tout à l'heure, j'avais les individus dans l'espace des variables. Mais en fait, c'est le même espace. C'est la même dispersion, parce que c'est le même point de départ. Donc, ce qu'on peut interpréter avec l'un, on peut interpréter avec l'autre. Ce sont 2 projections de la même chose. Les individus dans l'espace des variables et les variables dans l'espace des individus. C'est 2 projections de la même information. Pour commencer à interpréter ce qu'on a comme information dans cette matrice, dans ce tableau, on va utiliser un produit qui s'appelle produit matriciel entre x et xt. Donc je prends xt, le transposé, et je multiplie par x. Je fabrique une nouvelle matrice xtx. Le calcul de cette matrice est très simple. Vous avez tous vu ça déjà, hein? Vous faites le produit de cette première ligne, première colonne par première ligne, première colonne. Puis première ligne, deuxième colonne, première ligne. Deuxième ligne, première colonne, etc. Et vous faites la somme de tous ces produits. Et puis vous passez à la colonne suivante. Donc toujours la première ligne ici et la deuxième colonne. Et ça vous donne ici une nouvelle valeur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez une matrice carrée diagonalement symétrique. Vous voyez, ici, on a moins 5, 1,5, moins 1,5, 0,0. Donc, c'est symétrique selon la diagonale. Alors, cette matrice est intéressante parce que ces valeurs-là nous donnent une mesure de la dispersion simultanée des variables. Ici, j'ai une variable et là, j'ai une variable. La ligne ici, c'est une variable, la colonne ici, c'est la même variable. Et donc, la valeur ici, c'est une indication de la variabilité de cette première variable. Le deuxième valeur ici au milieu, sur le diagonale, c'est une mesure de la variabilité de la deuxième variable. Et le dernier sur le diagonale, c'est une mesure de la variabilité de la dernière variable. Au diagonale, vous avez la variabilité simultanée de la première variable avec la deuxième variable. Comment ces deux varient simultanément. Donc cette matrice que vous obtenez là, c'est un peu comme une matrice de variance-covariance. C'est une matrice qui vous donne de l'information sur la variabilité des valeurs, des variables, variabilité des variables. Ici, je le représente avec algébriquement. Et vous voyez dans cette représentation ici, vous avez la somme des carrés. Pour x1, x2, x3. Et ici, vous avez la somme des produits. La somme des xi1, xi2. Donc, c'est les matrices carrées diagonales. Si, avant de faire ce calcul, vous avez enlevé la moyenne de chaque colonne, et puis vous transposez, c'est ce que j'ai ici. Ça, c'est la matrice X. J'enlève la moyenne de la colonne X1, j'enlève la moyenne de la colonne X2, j'enlève la moyenne de la colonne X3 de ces trois colonnes.
Donc ici, ça c'est des valeurs centrées par colonne. Ensuite, je transpose et je fais le produit xtx de nouveau. Et ça, c'est la somme des carrés des écarts. Alors ça commence à ressembler de plus en plus à une matrice de variance covariance. Ici, cette matrice nous donne une mesure de la variabilité des variables pour ces individus, à cause de ces individus. C'est les individus qui introduisent la variabilité des variables. Donc cette matrice vous donne de l'information sur deux choses. La variabilité des variables et, disons, la variabilité des individus. La variabilité des individus. Pour rappel, ici, vous avez la formule pour la variance. Ça ressemble sérieusement à ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, l'écart type. C'est juste le racine carrée de la variance. Et la variance et l'écart type, ce sont des mesures de dispersion des valeurs d'une variable. Ce qui est très important à voir. Je dis toujours aux étudiants, une valeur n'a pas de valeur. Si vous allez faire une mesure sur un échantillon, si vous allez faire une seule mesure, c'est pas la peine de faire une mesure, laisse tomber. Pas au cinéma. Parce que vous allez avoir une valeur, ben vous ne savez pas si c'est le bon. Comment savoir si c'est le bon? Il faut faire plusieurs mesures et puis déterminer une valeur représentative de l'ensemble des mesures que vous avez faites. Ça peut être la moyenne, ça peut être le médian. Mais à la fin, si vous prenez la moyenne, vous avez la moyenne. Mais est-ce que cette moyenne est la bonne moyenne? Comment savoir si la moyenne est bonne? La seule façon de savoir, c'est de calculer l'écart type. Donc quand vous donnez la moyenne, si vous allez donner que la moyenne sans donner l'écart type, pour autant on n'a rien donné. Parce qu'une moyenne tout seul, ça ne veut rien dire. Donc il faut toujours avoir autant de respect pour l'écart type que pour la moyenne. Les gens parlent toujours de moyenne et jamais d'écart type. C'est pour ça que j'étais content de commencer avec la variance et l'écart type. Donc ça c'est un critère de caractérisation des valeurs qui est important. Donc je vais sauter par-dessus ça. Et oui, corrélation. On a vu ce que c'est la variance, c'est la variabilité, covariance, c'est la variabilité simultanée de deux variables. Si les valeurs sont plus élevées, la covariance va être plus élevée. Ce qui pourrait être intéressant à voir aussi, c'est une indication de la variabilité des deux variables, indépendamment de la taille des valeurs. Et à ce moment-là, vous utilisez la corrélation, coefficient de corrélation. Ici, vous corrigez la covariabilité des variables par la variabilité intrinsèque de chaque variable. Vous voyez la logique de ça? Si les x sont très très grands, votre variance va être très grande. Mais ça ne veut pas dire que le lien entre x1 et x2 est plus grand que le lien quand les valeurs de x sont plus faibles. Donc vous pouvez corriger pour cet effet en divisant la covariance par la racine carrée du produit des deux variances. C'est exactement ça, et ça vous donne le coefficient de corrélation. Donc si vous avez votre matrice X et vous le centrez par colonne, vous allez avoir ça. Vous pouvez ensuite diviser par l'écart type. Et à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui est en unité de corrélation. Vous allez avoir une matrice comme ça, en termes de corrélation. Donc sur le diagramme, ça va être que des 1, et de chaque côté, vous allez avoir les corrélations entre les variables. En ces traitements mathématiques, le centrage, division par la coefficient de corrélation, ça a les conséquences sur des valeurs dans la matrice. Et moi, je trouve que c'est toujours plus facile à voir quand j'ai des petits dessins en couleur comme ça. Donc ici, ça c'est les données brutes, ça c'est la matrice X, avec mes valeurs X1, X2, etc. Ce sont des vraies données ici, c'est des données acquises en RMN de même temps. Donc les couleurs sont proportionnelles à l'intensité du signal. Si je me rappelle bien, le bleu,
c'est très intense positif et le rouge, c'est très intense négatif. Donc, si je prends cette matrice X et je calcule XTX, que je vais appeler une matrice pour dispersion, j'obtiens une matrice carrée qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est les variables ici. Donc, mettons qu'il y a 250 variables. Ici, j'ai une matrice qui fait 250 sur 250. C'est les liens entre les variables. Si je centre la matrice, donc j'enlève la moyenne de chaque colonne, on voit déjà ici, sur cette matrice centrée par colonne, on voit apparaître des choses qui n'étaient pas si évidentes là. On voit déjà qu'il y a comme deux paquets d'individus. On a des individus plutôt couleur vert et des individus plutôt bleu pâle, sillon. Donc il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas aussi visibles que ça avant. Et quand on fait le calcul, cette matrice on l'appelle souvent A, égale X moins la moyenne de chaque colonne. Et la matrice de covariance n'a pas le même allure que tout à l'heure. Si on prend la matrice centrée par colonne et on divise par l'écart type, ça c'est centré réduit, la matrice centrée réduit, ou en anglais standardized. Et à ce moment-là, le changement est encore plus flagrant. Le changement entre là et là est vraiment très clair. On voit qu'il y a deux paquets d'individus, et on voit qu'à l'intérieur de chaque paquet, il y a des variations aussi. Il y a des choses qui deviennent très visibles. Et donc, quand on fait le calcul de la matrice ici, qui est maintenant la matrice de corrélation, on voit clairement apparaître des choses qui n'étaient pas visibles avant. Donc, le pré-traitement influe sur la matrice qu'on va utiliser pour faire nos calculs par la suite. On ne va pas voir forcément aussi facilement certaines choses ici que là. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent des chiffres ou petits rectangles en couleur, ici j'ai pris quelques valeurs pour la matrice X. J'ai calculé la moyenne ici, donc ici la moyenne c'est 3 plus 4, ça fait 7, plus 5, ça fait 12, divisé par 3, ça fait 4. Donc j'enlève 4, ça fait moins 1, 0, plus 1. Je fais la même chose partout ailleurs. Ça c'est ma matrice centrée réduite. Pour chaque colonne, j'ai calculé l'écart type et je divise chaque valeur ici par l'écart type correspondant et ça me donne la matrice Z. Je calcule XTX, ATA, ZTZ, ça me donne ces trois matrices ici. Et on voit clairement des changements importants. On voit ici, pour cette colonne, des valeurs qui s'étalent de 30 à 50. Et ici, moins 3, plus 1. Et ici, tout est entre moins 1 et plus 1, par définition. Et donc, quand on va faire nos calculs, c'est évident que ce qu'on voit là, on ne va pas forcément le voir ici. Donc c'est plus pratique de faire le 3 ans. Parce que là, vous avez des chiffres plus petits, donc je pense non. Oui, mais ce n'est pas juste plus facile au niveau mathématique, c'est quelles sont les informations qu'on va faire ressortir. Les informations, moi, quand je fais mes analyses, d'habitude, je prends ça, je fais mes analyses et je regarde. Si j'ai des résultats qui m'intéressent, c'est bon, je m'arrête. Sinon, je passe ici, je fais mes analyses, je regarde. Si c'est bon, c'est bon. Si ça ne marche pas, je fais ça. Et je dois dire que je fais ça vraiment à reculons. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais en chimiométrie, souvent, centre réduit, ça introduit du bruit. Vous allez voir à la fin pourquoi. Ça introduit du bruit. Ici, ça n'introduit pas tellement de bruit. Et ici, souvent, ça ne gêne pas. Donc, bon, autant rester avec ça. Dans d'autres méthodes, en biométrie par exemple, il y a beaucoup de situations où on est plus ou moins obligé de faire ça. Ce n'est pas idéal, mais on est obligé de le faire. Et donc, en biométrie, souvent on centre et on réduit, parce que ne pas le faire crée des problèmes. En chimiométrie, c'est parfois le contraire, le faire crée des problèmes. Donc, quel est l'effet de ces mises à l'échelle? Centre la matrice, ça veut dire que la somme des colonnes est égale à 0. Réduire les colonnes, ça veut dire que la variance de chaque colonne est égale à 1.
Ça, c'est une description mathématique de ce que ça fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est une description géométrique de ce que ça veut dire. Si vous avez vos données non centrées, vos données brutes de départ, si les valeurs sont élevées, vous allez peut-être avoir tous vos individus dans l'espace x1, x2, x3. Ils vont être tous ici. Si vous centrez par colonne, le résultat, c'est que vous allez voir, on va appeler ça A1, A2, A3. Tous vos individus vont être centrés autour de 0 dans cette nouvelle représentation. Mais si vous avez une variable A1 qui varie beaucoup, il va étirer les individus dans cette direction-là. Il va donner beaucoup de poids à cette variable-là. Mais il y a beaucoup de variabilité. Ce n'est pas forcément de la variabilité intéressante. Variabilité n'est pas information. Variance n'est pas information. Vous espérez que c'est de l'information, mais vous n'avez aucune raison de supposer a priori que la variance est de l'information. Donc, parfois, pour éliminer une déformation qui serait due à cette grande variance de certaines variables, vous divisez par les quarts types, et à ce moment-là, vous avez la même dispersion, la même influence de chaque variable sur la dispersion des individus. Et ça vous permet de faire la différence entre variabilité et information. On voit un exemple ici, ce sont des huiles alimentaires pour la plupart, et c'est des mesures chimiques classiques. Il y a l'indice de peroxyde, l'indice d'acidité et l'indice d'iode sur ces huiles. Donc ça, c'est les valeurs de départ, où vous avez des valeurs entre 0 et 1,2 pour l'indice d'acide, entre 0 et 6 pour l'indice de peroxyde, et entre 0 et, ça doit être aux alentours de 160 pour l'indice d'iode. On voit des paquets. Oh, il y a TCM, ça c'est une huile totalement saturée. C'est en fait pas une huile alimentaire. Et ici, vous avez certaines huiles qui forment un groupe et d'autres huiles ici qui forment un autre groupe. Donc, c'est des huiles qui ont des propriétés chimiques comparables. Donc, on a plus ou moins 3 groupes. On voit ça déjà à ce niveau-là. Si je centre, maintenant, on a le 0 qui est plus vers le milieu, pas exactement vers le milieu. Et ce groupe ici est un petit peu plus compact. Là, c'est un petit peu plus dispersé. Et quand je divise par les quarts types, on a toutes les valeurs qui sont par définition entre on a 99% de chances que tous les individus soient entre plus ou moins 3 les quarts types. Donc quelque part ici c'est juste pour réduire l'échelle en fait parce qu'en général les groupements on les retrouve pratiquement. Pas vraiment réduire l'échelle, mais réduire l'influence des variables qui varient beaucoup. Parce que vous pouvez avoir des variables qui ne varient pas beaucoup, mais de façon intéressante. Et il ne faut pas que ces variables soient noyées par des variables qui varient beaucoup, mais de façon inintéressante. Les rassembler dans la même plage de variabilité. Voilà. Donc ici, on voit que toutes les valeurs sont entre plus ou moins 3. Parce qu'ici, la position des individus est mesurée en unité des quarts types. Vu qu'on a divisé par les quarts types. Donc, ce qu'on veut voir, c'est... On veut comprendre les origines de la variabilité des variables. On veut comprendre l'origine de la dispersion des individus dans cet espace multidimensionnel. Donc, une façon de le faire, c'est de décomposer la matrice de variance-covariance.
en faisant une décomposition mathématique, la matrice de variance-covariance, on va trouver les directions de dispersion des individus et on va comprendre l'importance de ces différents relatifs de ces différentes directions. Cette décomposition de la matrice de variance-covariance, ça va nous fournir des valeurs et des vecteurs. Ça va nous fournir des vecteurs propres, en anglais eigenvectors, et des valeurs propres, eigenvalues, qui vont nous caractériser les directions dans l'espace où les individus sont dispersés. Ça correspond à un changement de référentiel, c'est une rotation dans l'espace des variables. Et les vecteurs propres vont définir ces directions, et les valeurs propres vont donner une indication de l'importance de ces directions. Ça, c'est une présentation juste balancée comme ça. J'expliquerai pourquoi tout ça c'est vrai après. Donc, si vous êtes en train de vous dire, ça devient plus clair bientôt. Et une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est mathématiquement le nombre de vecteurs propres, valeurs propres que vous pouvez extraire de la matrice est le plus petit des deux chiffres, le nombre d'individus ou le nombre de variables. Et je vais vous expliquer, je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. On va examiner la matrice, on va décomposer la matrice de variance-covariance. On va décomposer cette matrice pour essayer de trouver les directions de dispersion des individus dans l'espace. On peut définir ces directions comme décrivant la dispersion des individus. Pour trouver une direction de dispersion des individus, on le base sur les individus. Donc on ne peut pas avoir plus de directions qu'il y a des individus. Ça c'est logique. Donc si vous avez une matrice avec très peu d'individus et beaucoup de variables, le nombre de directions que vous allez pouvoir trouver sera égal au nombre d'individus. De la même façon, si vous n'avez pas beaucoup de variables et beaucoup d'individus, les directions que vous allez trouver sont des combinaisons linéaires des directions de départ, des variables de départ. C'est des combinaisons linéaires, c'est basé sur les variables de départ. Donc vous ne pouvez pas inventer plus de directions qu'il y a de variables de départ. Et donc si vous avez peu de variables et beaucoup d'individus, ça va être égal au nombre de variables de départ. Donc dans les deux cas, c'est le plus petit des deux. C'est défini par les individus, c'est donné par la dispersion des individus, et défini mathématiquement à partir des variables. Donc c'est limité au plus petit de ces deux chiffres-là. Un exemple pratique. Je vais prendre le cas de deux variables. Ça va être la concentration en chlorophylle dans des kiwis. Ce n'est pas les oiseaux, c'est les fruits. Donc on va doser le chlorophylle A et le chlorophylle B dans des kiwis. Et j'obtiens cette dispersion des individus, les 36 kiwis, dans l'espace de ces deux variables. Ça, on ne peut pas plus facile que ça comme analyse multivariée. Il n'y a que deux variables. Donc là, on voit la dispersion des individus. Ce qui est intéressant à voir tout de suite, c'est qu'il y a une direction selon laquelle les individus sont dispersés. On voit une direction de dispersion plus importante que d'autres directions. Donc, ce qu'on va essayer de trouver, c'est cette direction de dispersion. Pourquoi? Parce que si les individus sont dispersés comme ça, c'est pour une raison. Ce n'est pas par accident. Donc, on va chercher cette direction-là. Une fois qu'on a trouvé cette première direction, on va chercher d'autres directions de dispersion intéressantes. Alors, pour être sûr de ne pas avoir la même information dans les deux axes,
on choisit le deuxième axe comme étant perpendiculaire au premier axe. C'est pour ça qu'on a introduit une contrainte d'orthogonalité. On trouve le premier axe, plus grande dispersion, et ensuite on cherche une deuxième orthogonale perpendiculaire pour être sûr que le deuxième ne contient pas d'information qui était dans le premier. Et puis on cherche la plus grande dispersion perpendiculaire à la première direction de dispersion. Et ensuite on peut regarder les individus selon ces deux axes. Et là on a la projection de nos 36 kiwis sur les deux axes que je viens de trouver. Les deux axes qui semblent être très intéressants parce que ça correspond à la dispersion des individus. Ok? Donc cette vision pas très mathématique, ça correspond au point de départ de la technique de base de quasiment toutes les analyses multivariées, c'est-à-dire l'analyse en composants principaux. Et je pense qu'on va faire une pause là. Et on reprend dans un quart d'heure.